Good morning, good afternoon, or good evening, depending on where you are calling from. Bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Je m'appelle Govinda Acharya, je suis conseiller technique avec IDEAL. Je vous accueille à la session d'aujourd'hui sur favoriser la cohésion sociale, le rôle des réseaux sociaux dans la cohérence HDP. Cette session est le premier jour de la série des ateliers de partage de connaissances sur l'encouragement de l'approche HDP. Et on voudrait vous informer que cette session sera enregistrée et nous avons l'interprétation simultanée en français et en anglais. J'aimerais inviter les gens de sélectionner leur langue et vous pouvez le faire en cliquant sur l'icône de l'interprétation en bas de votre écran Zoom et sélectionnez votre langue de préférence, si c'est anglais ou français. Vous pouvez décider de couper l'audio original pour éviter les bruits de fond ou écouter les bruits de fond si vous préférez. À tout moment, si vous avez des questions ou des commentaires, il faut utiliser la boîte de discussion. Pendant la session d'aujourd'hui, nous allons entendre deux présentations. Le premier par notre collègue Simone Buoni de l'ONG qui s'appelle Nile Hope, qui est basée au Soudan du Sud. Et la deuxième présentation, c'est de notre collègue Edouard Buena du projet VIM Plus au Burkina Faso. Et puis, nos amis de Caire et de Réal vont discuter des réseaux de protection sociale informelle au Yémen. Et puis, par après, on va vous inviter à partager vos propres expériences, chers participants. Voilà les considérations de programmation de la cohérence HDP. Et les principes disent que renforcer la cohésion sociale fait partie des voies et moyens par lesquels on peut intégrer la paix dans tous nos systèmes. La cohésion sociale est le tissu de la société qui connecte les groupes, les familles et les individus en dépit des différences sociales, politiques et économiques. Malgré ou en dépit de ces différences, travailler ensemble pour le bénéfice mutuel et le bénéfice de bonne foi, c'est l'objectif idéal de la cohésion sociale. Comprendre, soutenir et construire les réseaux sociaux sont importants pour les relations sociales. Et pour la discussion d'aujourd'hui, nous allons analyser la question des réseaux ou des liens sociaux comme une dimension importante de la cohésion sociale et comment cela va contribuer à la réalisation des ODD. Cela étant dit, mesdames et messieurs, j'aimerais inviter notre premier présentateur, Simon Buoni, responsable des programmes pour Nile Hope, qui est une ONG basée au Soudan du Sud. Simon, allez-y. Et si vous voulez suivre la présentation en français, cliquez sur le lien qui est partagé sur le chat. Si vous ne l'avez pas encore fait, merci de sélectionner votre langue de préférence en cliquant sur l'icône de globe en bas de votre écran Zoom qui s'intitule Interprétation et sélectionnez soit français ou anglais et restez sur ce canal. Simon, à vous la parole. Merci beaucoup, Govinda, et à l'équipe de IDEAL et à mes collègues qui se connectent des autres pays. Mon collègue Erickson et World Vision. Je m'appelle Simon Buoni, responsable de programme de Nile Hope. Deuxième diapositive, s'il vous plaît. Nile Hope, c'est une organisation internationale qui est enregistrée en 2004, mais a commencé à opérer en 2005. Nous offrons les interventions humanitaires et de développement aux populations vulnérables dans des zones difficiles à pourvoir au Soudan du Sud. Nous sommes dans la sécurité alimentaire, la santé, la nutrition, WASH, éducation dans des situations d'urgence.
Nous sommes aussi sur des programmes de moyens de subsistance et la sécurité alimentaire. Prochaine diapositive. South Sudan Le Soudan du Sud est composé de 10 États fédéraux et sur les 10 États, Nile Hope est basé à 9 États et 13 comtés décentralisés au Soudan du Sud. Voilà notre couverture géographique. Nos principaux donateurs et partenaires avec lesquels on collabore, nous avons l'USAID, l'UE, la Vision du Monde, UNICEF, la FAO, FNUAP, OMS, Concern Worldwide, Save the Children, les ministères de tutelle au Soudan du Sud. Et nous avons aussi le département humanitaire de la communauté humanitaire au Soudan du Sud, qui donne un appui aux organisations nationales et internationales dans la République du Soudan du Sud. Dans notre contexte humanitaire du Soudan du Sud, quand vous analysez l'image à gauche, ce sont des communautés vulnérables et ils sont déplacés. Et ce que nous faisons dans nos activités humanitaires à cause de conflits et le changement climatique, et vu l'insécurité alimentaire du pays, nous analysons aussi le déplacement à cause des activités des inondations. Nous analysons aussi les questions de conflits vues à des divisions ethniques et on analyse aussi l'accès du marché contraint et la volatilité des denrées alimentaires. Voilà le contexte humanitaire dans mon pays. Prochaine diapositive. Quels sont nos réseaux ou nos liens sociaux? La raison pour laquelle on est là, nous analysons les réseaux existants dans les communautés où nous opérons. On analyse aussi le partenariat avec les partenaires de développement. Nous avons la police, nous avons un programme pour des femmes et jeunes. Nous avons des comités de paix et nous le faisons. Nous avons aussi des groupes de pères. Nous avons les leaders religieux qui est un réseau social qui existe au niveau de la communauté. Nous avons aussi un comité de développement communautaire qui est une structure existante. Nous avons des groupes d'épargne et de crédit qui produisent les activités génératrices de revenus. Nous avons aussi les comités de réduction des risques liés aux catastrophes et nous avons des groupes de protection qui est aussi une initiative de projet. Tous ces éléments font partie des réseaux sociaux que nous sommes en train de mettre en place en conformité avec la cohérence HDP. Les activités de cohésion sociale. Si vous analysez à gauche, vous voyez il y a les activités sportives et les activités religieuses. Ces deux groupes font partie des activités que nous organisons afin de comprendre le lien entre l'humanitaire, le développement et la paix où nous opérons avec nos collègues World Vision. Le premier, c'est sport pour la cohésion sociale. Nous avons aussi la conférence sur la paix et des dialogues communautaires. Nous avons aussi la réduction des risques liés aux catastrophes et les alertes précoces pour les actions précoces.
Nous faisons aussi la sensibilisation communautaire sur les alertes précoces et les actions précoces pour atténuer les effets et les chocs. Nous avons aussi la gestion des ressources naturelles menée par la communauté. Parce que là où nous opérons, c'est dans la zone frontière entre le Soudan du Sud, l'Éthiopie et les États de Jonglei et de Haut-Nil. On a aussi les groupes de soutien entre pairs qui facilitent la résolution des conflits. Et on organise des dialogues de coexistence pacifique au sein des communautés où nous opérons avec l'appui de World Vision et des autres partenaires. Si vous analysez la connexion ou l'interconnexion entre la cohérence HDP, c'est divisé en trois. Il y a le volet paix, le volet humanitaire et le volet développement. Si vous analysez la paix, et on dit que c'est très important, on analyse les dialogues communautaires et les conférences sur la paix qui impliquent l'assistance humanitaire aux communautés affectées. On donne les entrées agricoles, les cliniques mobiles. Nous avons des centres de soins de santé primaires et nous avons un centre guichet unique pour les survivantes de violences basées sur le genre. S'il n'y a pas de paix, ces activités humanitaires ne peuvent pas se produire. À travers le développement, on fait l'autonomisation des jeunes à travers les AGR, les activités génératrices de revenus. On fait aussi la sensibilisation communautaire sur la coexistence pacifique et la vie harmonieuse et on forme les bénéficiaires sur les systèmes d'alerte précoce et comment vivre en paix. Et comment se connecter? Avec toutes ces activités de sensibilisation, on peut donner les approvisionnements des enfants âgés de moins de 5 ans. Dans le Soudan du Sud, il y a des régions où les gens crèvent de faim. Et nous pouvons aussi construire les structures semi-permanentes et des installations sanitaires. On fait aussi la distribution monétaire et la distribution des intrants agricoles. Nous offrons aussi les activités de l'eau, l'assainissement et l'hygiène, WASH. Et si les activités humanitaires continuent, on organise aussi les formations professionnelles et les AVEC, les associations villageoises d'épargne crédit. Prochaine diapositive. Qu'est-ce qui arrive en termes de défis avec le travail en réseau social? Je vais parler un peu et je vais demander le chef de parti de la vision du monde d'intervenir. Si vous analysez les images, vous voyez, c'est une formation qui est en cours et on respecte les protocoles de COVID-19. Mais parlons de défis. Il y a une forte demande des incitatifs dus à des opportunités d'emploi très limitées. Il y a aussi une couverture réseau inadéquate qui affecte la communication et la coordination. Dans certaines communautés, il n'y a pas de bonne couverture de communication du réseau national. Ça, c'est un des défis. Troisième défi, l'environnement de notre travail n'est pas assez sûr. Les jeunes avec lesquels nous collaborons, ils sont les jeunes qui détiennent des fusils. Et parfois, c'est très difficile pour les humanitaires d'aller travailler aisément. Mais on essaie de notre mieux avec nos homologues World Vision pour que les gens vivent en paix et en harmonie. Il y a aussi les contraintes en termes de transport pour atteindre les zones reculées. Si vous analysez les infrastructures au Soudan du Sud, ce n'est pas bien développé et le transport aérien est très cher. Prochaine diapositive. Cela étant dit, j'aimerais passer la parole à mon collègue Erickson pour nous partager certains mots et aussi à vous ajouter quelques présentations. Erickson, et merci beaucoup. Merci beaucoup, Simon, de nous avoir fait cette présentation. Je m'appelle Erickson, je travaille avec la vision du monde au Soudan du Sud comme chef de parti pour le projet Access
et access, c'est-à-dire accélérer le redressement et la récupération au Soudan du Sud. On travaille avec Nile Hope dans le cadre de notre agenda de localisation. Nile Hope est l'un des partenaires que nous avons et avec le projet Access, nous avons deux partenaires locaux, Nile Hope et HDC. HDC, c'est le consortium sur l'humanitaire et le développement. Nile Hope contribue au deuxième pilier de projet qui vise à renforcer la cohésion communautaire à travers la gestion des risques liés aux catastrophes, y compris la violence basée sur le genre, la santé mentale et l'appui psychosocial. Nile Hope travaille avec nous et le travail de Nile Hope s'aligne avec notre stratégie à renforcer la cohésion communautaire. Et pour la pérennité, Nile Hope s'engage avec des structures communautaires. Je crois Simon a déjà souligné un certain nombre de groupes communautaires et des réseaux sociaux avec lesquels il collabore. Leur rôle ou notre rôle comme le consortium, c'est de faciliter les dialogues communautaires, soit à travers les conférences pour la paix, les activités sportives, les activités de théâtre et d'autres approches pour mobiliser les membres de la communauté ensemble afin qu'ils discutent des questions qui les affectent dans leur communauté. Qu'est-ce qui est unique de notre contexte? Dans les comtés de Oulang et Nassir, je suis à Oulang. Ce sont deux régions du pays où nous avons encore des forces de l'opposition et des forces du gouvernement qui luttent. Au niveau central, nous avons le gouvernement de la transition qui est composé de toutes les parties au conflit. Mais de ce côté, il y a des questions de vol de bétail, violence intercommunautaire et même des actes de représailles. Et on travaille avec les dirigeants locaux ainsi que les dirigeants communautaires pour renforcer l'harmonie au niveau communautaire. Je crois Simon a discuté des défis auxquels nous sommes exposés, surtout qui sont liés au contexte difficile où nous nous trouvons. Sans trop tarder, je vais maintenant passer la parole à Govinda et j'attendrai pendant la session des questions-réponses. Merci et à vous, Govinda. Merci, merci beaucoup, Simon et Erickson, de votre bonne présentation. On va maintenant passer les 10 prochaines minutes à répondre, à poser des questions et à répondre à ces questions. Chers participants, si vous voulez écrire vos questions, vous pouvez les faire dans la boîte de discussion ou si vous voulez activer votre micro, vous pouvez le faire et on va vous donner la parole pour poser votre question à Simon et à Erickson. Bonjour, je ne sais pas si vous allez me permettre de parler. Je ne savais pas comment lever la main. Je m'appelle Gun Erickson Skoog de SIDA. Je travaille au département Afrique, surtout avec l'Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, comme conseillère de développement et emploi. Merci beaucoup de nous avoir fait cette présentation. C'est une présentation très intéressante et c'est bien d'entendre vos expériences ainsi que les défis. Je voudrais savoir, afin de promouvoir les moyens de subsistance et de l'emploi faisant partie de ces processus, avez-vous une expérience ou avez-vous essayé de travailler avec les réseaux sociaux ou vous avez créé les réseaux sociaux avec les acteurs du secteur privé? Par exemple, les groupes des producteurs, les acteurs du marché, les commerçants, surtout avec les petits exploitants et même des groupes de travail sectoriels et des organisations de commerce. Et les activités du marché, bien sûr, sont essentielles.
mais ce sont aussi les réseaux qui seront très, très importants. Je serais curieuse d'entendre si jamais vous en avez une telle expérience. Merci. Thank you, Gun. Simon, Merci, Gun. Simon ou Erickson, est-ce que vous voulez répondre? Merci beaucoup. Je vais intervenir et puis mon collègue Erickson va aussi intervenir. Merci encore pour la question. At the triple nexus, Et is national and international. cette question est très importante. In collaboration with the local actors. Nous travaillons en collaboration avec les acteurs locaux et même dans les comtés où nous avons une présence. Au moment où on vous parle, il y a les centres de jeunes et voilà les réseaux sociaux et nous obtenons les informations de leur part et comment ces activités peuvent être liées aux problèmes auxquels ils sont exposés. Et on les implique dès la phase de conception du projet jusqu'à la mise en œuvre et à l'évaluation. Nous avons les mécanismes de plainte pour informer notre revue de projet. Erickson? Thanks a lot. My namesake Erickson. It's a genuine pleasure to Merci, be here. Erickson. Yes, C'est une through question this Access project, of course, my très involvement is importante. focusing À on travers le social projet cohesion, Access, but we bien again sûr, have on se other concentre sur interventions la around cohésion food sociale, mais nous security, avons d'autres adequacy, interventions sur la sécurité nutrition, alimentaire as well as et les moyens de water, sanitation, subsistance and et la hygiene. nutrition, ainsi que All these l'assainissement interventions et are basically l'hygiène. being implemented by Toutes World ces Vision. interventions So there sont are so implémentées many par social World Vision. networks under FSL. Il y a I could plusieurs réseaux really name a sociaux few sur which FSL we are basically collaborating with, et je and peux nommer certains dont on collabore program activities. pour So we aider à are livrer working with nos activités de programme. seed multiplication Nous groups, travaillons and avec our role un is groupe de basically multiplication de to semences form them, et notre rôle, c'est de les former. structure. Ce n'est We pas have une formed structure them, we existante, have built their mais nous les capacity, avons we formés, have facilitated them to nous avons access renforcé the leur inputs, capacité et nous and les avons next aidés à avoir step accès is to aux also see intrants. how they can engage Et nous voulons in aussi promoting voir peace comment ils peuvent across s'engager dans la promotion de la we paix also au have niveau CDCs, communautaire. community Nous development avons committees. aussi les comités de développement This is an existing communautaire structure that we have qui basically sont des structures existantes avec formed. lesquelles nous collaborons. Our role was to also Et strengthen notre their rôle capacity était in de various renforcer areas. leur capacité And so sur des domaines they variés actively engaged in et beneficiary selection process. ils sont engagés activement dans le processus de sélection des bénéficiaires. Et nous renforçons leur capacité au point de coordonner d'autres structures communautaires dans des interventions du programme. Par rapport au groupe de producteurs ou au groupe de cultivateurs, ils existent, mais je veux confirmer qu'ils ne sont pas organisés. Dans la prochaine phase de ce projet, nous avons initié des discussions avec l'USAID afin de voir si nous pouvons avoir une programmation sur le long terme pour faciliter les liens du marché et les questions d'accès au financement par ces groupes des agriculteurs. Et de l'autre côté, nous faisons des évaluations du marché pour informer les rapports aux donateurs et sur une base trimestrielle, nous faisons une évaluation de marché dans tous les lieux où nous sommes présents. Et il y a d'autres évaluations qui sont aussi menées dans le cadre de GAN. C'est un partenaire qui a ce mandat. Voilà tout ce que je peux ajouter, mais en analysant les différents réseaux sociaux,
Dans la nutrition, nous avons des groupes de soutien des maires. Au sein de protection, nous avons des comités de protection. FSL, nous en avons. Sur la consolidation de la paix, nous avons des comités de paix, nous avons des clubs d'hygiène. Et maintenant, la conversation que nous avons avec Nile Hope et d'autres acteurs de la paix, c'est essentiellement de voir comment nous pouvons impliquer toutes les structures communautaires, d'être les champions de la promotion de la paix au niveau communautaire, pour que cela ne soit pas considéré seulement comme le mandat des comités de paix. À vous la parole. Merci. Merci bien, Simon et Erickson. Il y a d'autres questions sur le chat et je sais que vous pouvez peut-être répondre certains, mais Amanda est intéressée à apprendre sur l'approche de suivi-évaluation de ce projet. Quelle est l'approche de suivi-évaluation apprentissage de votre projet? Qui voudrait intervenir? Merci, Govinda. Je crois nous pouvons commencer avec Cheryl. Je suis intéressé à comment le staff traite le stress de la situation. Quand vous travaillez sur les questions de cohésion sociale avec les participants du projet, comment est-ce que vous leur offrez comment est-ce que vous offrez un soutien à votre staff? Très bonne question. L'une des approches que nous utilisons, c'est les activités de consolidation d'équipe. Et même maintenant, je suis à Oulan, je ne suis pas dans la grande ville capitale. On passe du temps avec les membres de notre équipe pour entendre des défis et des difficultés auxquels ils sont exposés. Et puisque nous sommes sur le même lieu, on organise les activités qui nous réunissent et on offre un appui ponctuel. Chaque fois qu'ils ont besoin de notre appui, nous nous assurons qu'ils soient appuyés en bon temps. Et puis, les visites de terrain réguliers, tous les 2 mois, on effectue des visites pour savoir comment les gens vont. Nous avons aussi un point focal sur la sécurité qui est sur terrain. C'est lui qui nous offre des mises à jour régulières sur la sécurité. On travaille aussi avec INSOL et PLSO en matière d'évaluation des besoins sécuritaires dans notre contexte. Nous sommes dans ces différents réseaux pour obtenir les mises à jour et se programmer en conséquence. Je crois, quelqu'un a dit, vous avez mentionné la sécurité alimentaire comme un problème. Est-ce que ça affecte votre capacité est-ce que ça réduit les capacités des cultivateurs? Je répète la question. Vous avez mentionné la sécurité alimentaire comme un problème. Est-ce là un impact sur la capacité à entreprendre un travail manuel et réduire la production économique? La plupart des communautés où nous travaillons, ils dépendent de PAM pour les assistances alimentaires. Du mars jusqu'au mois d'août, ils reçoivent l'assistance alimentaire. Et vu le contexte, nous avons aussi des autres catastrophes, surtout les inondations. Mais il y a la disponibilité de la main-d'œuvre et les cultivateurs passent autant de temps sur le champ qu'ils peuvent. Mais lorsqu'il y a les incidents sur la sécurité, cela empêche aux agriculteurs de pouvoir effectuer leurs activités de culture. Ça, c'est un obstacle. Et quand on approche la saison d'hivernage, il y aura les inondations et quelques déplacements à gauche, à droite qui vont affecter la production agricole. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Et puis, Robert, dans le cadre de la composante consolidation de la paix, comment avez-vous assuré l'analyse des conflits et la réactivité ou la réaction aux initiatives à la paix?
Et je réponds qu'il y a plusieurs études qui sont menées sur l'analyse de conflits par le département sécurité de la vision du monde, mais aussi avec d'autres partenaires avec lesquels nous collaborons. Surtout, PLSO, c'est un partenaire de sécurité de l'USAID au Soudan du Sud. PLSO nous offre une analyse de conflits très approfondie tous les 2 mois. Ils informent tous les partenaires humanitaires sur leurs résultats sur la sécurité après avoir évalué la situation, et on utilise ces résultats pour programmer et planifier nos activités en conséquence. Merci beaucoup, Eriksen et Simon, d'avoir répondu à toutes ces questions. Et s'il y a d'autres questions pour vous, vous pouvez juste les écrire sur le chat et Eriksen et Simon pourront répondre sur le chat, sur la boîte de discussion. Alors, sans tarder, mesdames et messieurs, j'aimerais inviter notre deuxième présentateur de cet atelier, Edouard Buena, qui est spécialiste cohésion sociale et responsabilité sur le projet VIM+ au Burkina Faso. Edouard, à vous la parole. OK, merci Boganda et merci également à toute l'équipe ainsi que mes responsables de cette communication-là. Alors, je suis spécialiste de l'évaluabilité et dans le cadre de la mise en œuvre sur la malnutrition plus. Diapo. Diapo. J'ai l'honneur donc de vous entretenir et utilise pour promouvoir la présence. Il faut le but du projet est d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de façon durable des populations vulnérables de 11 communes de la région du centre-nord du Burkina Faso. Diapo. Alors, il faut noter qu'actuellement, la zone d'intervention est marquée par une montée de l'insécurité de tous les pays. D'ailleurs, avec les attaques terroristes, et à ces attaques terroristes-là se mêlent des conflits en fait communautaires qui entraînent, n'est-ce pas, de nombreux déplacements de personnes à l'intérieur de leur propre pays. Actuellement, le pays compte plus d'1,850,000 personnes qui sont déplacées à l'intérieur du pays. Et si nous prenons la région du centre-nord, qui est la zone d'intervention du projet, elle abrite à elle seule 38% du nombre total, n'est-ce pas, des personnes déplacées internes. Slide. Alors, quelles sont les parties prenantes et les bénéficiaires avec lesquels le projet VIM+ implémente les activités sur le terrain? Nous travaillons avec des producteurs, des institutions locales de gestion des biens communs, et des systèmes communautaires locaux, et des femmes enceintes et allaitantes, des adolescents et des adolescentes, des structures sanitaires et des réseaux communautaires. Alors, il faut noter que les cibles du projet sont des ménages à risque de vulnérabilité et de malnutrition chronique et vulnérable, ainsi que des ménages extrêmement pauvres. Le projet prévoit
de toucher plus de 85 000 ménages et plus de 485 000 personnes, voilà, individuellement qui seront touchées directement ou indirectement par les activités du projet. Et là, nous mettons un accent sur les personnes vulnérables qui sont les femmes et les jeunes. Diapo. Alors, qu'est-ce qui motive Vim Plus à promouvoir la cohésion sociale dans sa zone d'intervention? Alors, cette approche, en fait, promue par Vim Plus, de sorte à permettre l'ensemble des parties prenantes, que ce soit des ménages vulnérables, que ce soit des jeunes, que ce soit des producteurs, d'avoir un accès équitable aux avantages et aux ressources d'utilisation commune et des investissements du projet. Alors, Vim Plus a décidé également de promouvoir la cohésion sociale dans la zone d'intervention parce que cette approche permet d'anticiper, n'est-ce pas, si les conflits en fait éventuels qui pourront saper les efforts de développement et également promouvoir la cohésion sociale dans la zone d'intervention est synonyme de recherche de l'inclusion de toutes les couches socio-professionnelles, n'est-ce pas, à la participation des actions de développement humanitaire et de paix. Et enfin, l'approche cohésion sociale promise par Vim Plus va permettre de faciliter, n'est-ce pas, la cohabitation pacifique entre les communautés hôtes et les personnes déplacées internes. Et également, ça va faciliter l'émergence de valeurs positives communes nécessaires au vivre ensemble, au développement et à la paix. Diapo. Alors, 4 principales approches ont été utilisées par Vim Plus pour promouvoir la cohésion sociale dans sa zone d'intervention. Il y a les groupes de promotion de la cohésion sociale, il y a les radios communautaires, il y a la plateforme WhatsApp dénommée Lusa Answer, et également il y a les groupes d'écoute communautaires. Diapo. Parlant des groupes de promotion de la cohésion sociale, en fait, c'est une plateforme au niveau des villages composée des leaders religieux, des leaders coutumiers, et des jeunes, des représentants des agriculteurs, des femmes, etc. Et ces groupes-là ont pour rôle d'organiser et d'animer des dialogues communautaires en lien avec les problèmes de la société, les conflits agriculteurs-éleveurs, la question d'accès aux services sociaux de base, la prévention des conflits, etc. Ces groupes également sont chargés de véhiculer des messages de paix dans les lieux publics tels que les mosquées, tels que les églises, les temples, etc. Il faut noter que les activités du groupe de promotion de la cohésion sociale, n'est-ce pas, ont connu des succès. Alors, grâce à leur activité dans la zone d'intervention, il y a eu l'augmentation de résolution des conflits à l'amiable. Avant, les gens, quand ils étaient en conflit, ils préféraient aller auprès des tribunaux modernes. Mais avec cela, on arrive à concilier facilement en fait les populations. Et ces groupes également ont permis un brassage entre les communautés et aussi permis à certaines parties en conflit, telles que les agriculteurs et éleveurs, n'est-ce pas, de se réconcilier. Diapo. Alors, qu'en est-il des radios communautaires? Les radios communautaires qui sont au nombre de 5 et qui émettent à travers les 11 communes ont pour rôle de travailler en concertation avec les techniciens du projet Vim Plus pour concevoir et développer des émissions et des théâtres radiophoniques de messages de paix, des émissions de sensibilisation sur la cohésion sociale. Alors, Slash.
Diapo. Alors, qu'est-ce que ELISA Answer? ELISA Answer, en fait, est une approche qui a été développée par Vim+ en collaboration avec Radio Rural International et qui est bâtie sur la plateforme WhatsApp et permet, n'est-ce pas, une interaction entre, n'est-ce pas, les communautés et Vim+. Donc, à travers cette plateforme, il y a, n'est-ce pas, un ensemble de producteurs, un ensemble de femmes, de jeunes qui sont ignorants aux questions de la cohésion sociale, qui déposent les questions au niveau de la plateforme WhatsApp et les techniciens de Vim+ analysent les questions et renvoient, n'est-ce pas, les réponses à ces personnes-là qui les appliquent sur le terrain. Alors, il faudra dire que les radios communautaires et la plateforme WhatsApp a eu en fait beaucoup de succès. Quand on prend ELISA Answer, qui est la plateforme WhatsApp qui permet de répondre aux questions, au cours du mois de mai 2022, sur 1444 producteurs et bénéficiaires confondus qui ont participé aux émissions sur la cohésion sociale, on note plus de 49% qui ont interagi sur la plateforme ELISA Answer. Donc, les radios communautaires et la plateforme ELISA Answer comme mécanisme de prévention, n'est-ce pas, et de gestion des conflits et de renforcement de la cohésion sociale. Ces actions ont pu, en fait, améliorer les connaissances des participants, la connaissance des femmes et des jeunes sur les démarches de promotion de la cohésion sociale. Diapo. Alors, les groupes d'écoute communautaires qui sont mixtes, hommes ou femmes, ont pour rôle de se retrouver et d'échanger, discuter, n'est-ce pas, des thèmes des émissions radiophoniques et également essayer de faire un plan d'action pour appliquer les connaissances, n'est-ce pas, qu'ils ont appris à travers les sensibilisations et à travers le coaching et le conseil, n'est-ce pas, des techniciens du projet Vim+. Grâce, n'est-ce pas, au groupe d'écoute communautaire, et nous avons pu remarquer qu'il y a eu un renforcement du leadership féminin, la réduction des inégalités et les violences basées sur le genre dans les communautés à cause de la sensibilisation, n'est-ce pas, par l'approche pair. Il y a eu également l'amélioration des relations hommes-femmes au sein des ménages. Diapo. OK. Quels ont été les enseignements tirés suite à l'approche de Vim+? Et nous pouvons retenir que les facteurs qui conduisent à l'intolérance et au conflit peuvent être un prélude à l'escalade de la violence et saper les efforts de développement. On retiendra encore comme enseignement tiré qu'une communauté solidaire avec une cohésion sociale renforcée s'engage efficacement dans les initiatives de développement. On retiendra également comme leçon apprise que l'inclusion dans la participation politique, économique et sociale réduit le risque de mauvais comportements pouvant conduire à l'extrémisme violent. Et également, les activités de cohésion sociale implémentées par Vim+ sur le terrain ont favorisé la prévention et la gestion non violente des conflits et renforcé les liens entre les différentes ethnies, les différentes religions et les populations des différents quartiers. Nous avons remarqué également que pour une cohésion sociale durable, il est recommandé à tous les intervenants de travailler à minimiser ou à enrayer les facteurs et les sources qui peuvent diviser les populations entre elles. Et enfin, comme enseignement tiré, l'expérience a montré que lorsque les femmes participent à des initiatives de cohésion sociale au niveau communautaire, ces initiatives ont beaucoup plus de chances de réussir. Diapo. Et tout cela nous amène, n'est-ce pas, à répondre à un questionnement, c'est-à-dire comment la prévention des conflits aide-t-elle à prévenir les situations d'urgence? Alors, à ce titre, nous pouvons dire que grâce aux émissions radiophoniques et aux messages de paix et aux formations, n'est-ce pas, coordonnées par le projet Vim+ avec ses collaborateurs,
les différents acteurs travaillent ensemble pour trouver des solutions à leurs problèmes. La prévention des conflits également peut aider à prévenir les situations d'urgence, car les sensibilisations sur la cohésion sociale ont permis de gérer les personnes internes de leur propre pays et les communautés qui les accueillent. Et aussi, grâce aux activités des structures communautaires de gestion des conflits et des groupes d'écoute communautaires, plusieurs parties qui étaient régulièrement en conflit discutent actuellement ensemble et participent à des dialogues communautaires. Par exemple, les agriculteurs et les éleveurs qui chaque fois étaient en conflit ont compris, n'est-ce pas, la démarche de Vim+, les conseils de Vim+, et maintenant peuvent s'asseoir, n'est-ce pas, sous le même hangar et échanger. Nous avons également remarqué que la présence et la supervision de réseaux d'acteurs au niveau communautaire. Ces réseaux d'acteurs, ce sont les chefs religieux, les groupes de femmes, les groupes, les responsables coutumiers, peuvent prévenir l'aggravation des conflits. Habituellement, ce sont les personnes qui constituent le dernier recours. Et le renforcement de la cohésion sociale facilite une gouvernance inclusive, réduit les inégalités et évite le mécontentement sur ce conflit. Alors, on peut également retenir que la gestion des conflits au niveau local par les structures locales à travers la médiation et le dialogue sont des solutions endogènes durables. Parce que la gestion alternative des conflits, ça veut dire en utilisant des modes de gestion traditionnels, peut résoudre les conflits pour de bon. OK, Diapo. Alors, par la suite de ce que nous avons développé, on peut dire que la cohésion sociale est une clé de cohérence humanitaire, développement et paix en ce sens qu'elle crée la confiance entre les communautés qui identifient, planifient et mettent en œuvre ensemble des actions de développement. La cohésion sociale également est clé de cohérence humanitaire et la prévention des conflits, la gestion non violente des conflits, et la gestion participative des biens communs qui est depuis par Vim+ dans sa zone d'intervention. Ou de l'organisation des communautés, elles ont pu mettre en place, n'est-ce pas, des outils pour gérer efficacement les infrastructures et également des outils pour, n'est-ce pas, réglementer l'accès et l'utilisation des ressources naturelles. La cohésion sociale également est entendue comme clé de cohérence humanitaire, développement et paix parce qu'elle favorise la création de réseaux de médiateurs internes capables de surveiller, d'intervenir aux crises et de travailler au niveau communautaire pour empêcher l'escalade des conflits. Et enfin, la cohérence humanitaire, développement et paix, car elle facilite le ciblage des bénéficiaires des activités et les interventions et le choix des interventions à mettre en œuvre, que ce soit des actions d'urgence, que ce soit des actions de développement et de paix. Nous avons le cas de Vim+, n'est-ce pas, qui a fait des opérations de casse pour plusieurs ménages et grâce aux activités de la cohésion sociale, les groupes ont pu s'organiser pour pouvoir mieux faire le ciblage. Alors, aujourd'hui, Vim+ est content parce que grâce aux activités de cohésion sociale, les relations entre les communautés d'accueil et les personnes déplacées internes, n'est-ce pas, sont vivantes et également le projet a tiré beaucoup de profit puisque l'action a permis, n'est-ce pas, une grande mobilisation communautaire de l'ensemble des parties prenantes et pour les travaux, n'est-ce pas, en termes de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et enfin, on s'est rendu compte que la plateforme Ulusa Answer a permis de résoudre pas mal de défis. Et le défi, en fait, sécuritaire. On ne pouvait pas accéder facilement au village, mais grâce à cette plateforme-là, nous avons une certaine interaction entre le projet Vim+ et les bénéficiaires et nous menons des sensibilisations à travers cette plateforme-là. Alors, je vous remercie. Thank you so much, Edouard. Merci infiniment, Edouard. Donc, nous allons vous répondre aux questions de l'audience. Certaines questions sont dans la boîte à questions. Vous pouvez lever la main pour poser la question directement.
Nous avons quelques questions de l'audience. Comment êtes-vous capable de faire le monitoring de la cohésion sociale? Edouard, voudriez-vous répondre à cette question? OK. Je réponds directement. Yes. Alors, Oui, répondez directement. OK, il n'y a pas de problème. Au suivi des activités de la cohésion sociale, et nous avons en fait développé en fait des outils de suivi. Et nous avons une grille en fait qui nous permet de mesurer en fait le niveau de cohésion sociale au niveau du village. Et cette grille-là est bâtie sur en fait des critères, n'est-ce pas, des bons critères, n'est-ce pas, du vivre ensemble, des facteurs qui favorisent la cohésion sociale. Ça veut dire à travers la capacité des communautés à prévenir les conflits, à travers le niveau de tolérance religieuse, à travers également le niveau d'organisation des dialogues communautaires. Et ces outils-là, n'est-ce pas, ont été traduits en langue et remettre aux communautés, n'est-ce pas, qui font le suivi. Donc, on a des outils qui nous permettent de faire cela. Alors, je vois une question sur le chat. On demande à savoir comment les groupes de cohésion sociale ont été formés. Alors, les groupes de cohésion sociale sont à l'échelle des villages. Et il y a eu nos partenaires, n'est-ce pas, locaux, qui ont pu les sensibilisations des leaders religieux et des femmes et des jeunes en leur montrant, n'est-ce pas, l'importance de la cohésion sociale et de la solidarité. Et ils ont choisi dans chaque sensibilité au niveau des communautés, responsables des agriculteurs, responsables des éleveurs, responsables des autorités coutumières, responsables des autorités religieuses, les femmes, les jeunes et les déplacés pour former ce groupe-là. Et en dehors de ça, dans chaque quartier, on a choisi 2 points et puis une femme et un homme. Donc, toutes les sensibilités sont représentées dans ce groupe-là. Merci. Question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? There is another question. Une autre question. Voudriez-vous nous dire comment est-ce que vous pérennisez les discussions sur la radio? Monsieur Edouard, il y a une question. Okay. Voudriez-vous nous dire comment est-ce que vous maintenez les discussions à la radio? Alors, par rapport en fait aux discussions à la radio, et lorsque il y a une émission qui passe à la radio, pour le projet Vim Plus, nous avons en fait des micro-programmes sous format électronique que nous pouvons encore les utiliser sur le terrain, mais la pérennisation se fait à travers les groupes d'écoute communautaire. Parce que les groupes d'écoute communautaire sont munis de téléphones Android et également de postes radio. Donc, ils ont les éléments qu'ils mettent dans la radio et qu'ils écoutent. Et à chaque instant, quand il y a une question, ils reviennent aux techniciens qui leur donnent des réponses et ça leur permet, n'est-ce pas, de faire un plan d'action. Et à chaque 2 mois, en fait, il y a un système d'évaluation, n'est-ce pas, de l'impact de l'émission qui est fait par les animateurs radio et en collaboration des techniciens de Vim. Merci. Alors, je vois une question. Comment pouvez-vous nous dire comment vous soutenez les discours en fait radio? Alors, par rapport aux émissions radiophoniques, alors c'est le technicien en fait de Vim Plus qui a en charge, n'est-ce pas, de développer un fil conducteur, de développer des émissions radiophoniques et aller au niveau de la radio, échanger avec les acteurs et qui peut être en direct, ça peut être une table ronde qui fait passer en fait l'émission, qui peut être en direct ou bien qui va être diffusée à travers les ondes. There is last
last question that I'm going to take for now, for the interest of time. It's assume that it is not all community members who understand the language. How are you communicate the peace? Nous assumons que tous les membres de la communauté ne comprennent pas la langue. Comment est-ce que vous communiquez les messages de paix? Monsieur Edouard, est-ce que vous m'écoutez? Oui, j'écoute, je vous écoute. Alors, les messages de paix, Okay. en fait, sont Yeah, communiqués en langue nationale. Les messages de paix sont communiqués en langue nationale. Nous avons, en fait, n'est-ce pas, au niveau des techniciens, ce sont des gens qui comprennent la langue. Voilà, et nous faisons passer les messages en langue. En langue locale, oui. Yeah, Nous parlons la for langue the locale. interest of time, I just want to transition to the next session. Pour gagner du temps, nous allons passer à la session suivante. Raise your hand. Would you mind please putting Allez, your Vanessa. comments or the question in the chat box so that Je vous demande de mettre vos commentaires dans le chat afin que nous puissions répondre. the question from Simon. Nous avons une autre question de la part Respond de Simon. Monsieur Edouard pouvait répondre à ces questions dans le chat. OK. With this, thank you so much, Edward, for your Merci presentation. infiniment Edouard pour votre présentation et à toute l'audience qui suivait activement Now I pass et a contribué. À présent, Darren, je vais passer second part of donner the la session. parole Over to you, Darren. pour la dernière partie de la Thank you, session. Govinda. Hello, Merci, everyone. My name is Govinda. Darren, and I am IDL Senior Specialist for Emergency Food Security. It is now my pleasure to welcome our next speakers who will lead the second part of this session. Dr. Jian Kim is the Senior Researcher at Dr. Jean Kim, Resilience at Mercy Corps and supports the REAL Award. Dr. Charlotte Heels is the Head of Program Dr. Quality Charlotte Care est le chef de International. programme UK. We hope that you will all have a chance to read or skim through their work on Yemen. These are J'espère que available vous on avez pu lire Academic votre travail Network sur le and Yémen will be shared again dans les réseaux sociaux. following this week's events. On that note, please let me turn the mic over to you, Gian and Charlotte. Je vais vous donner la parole, monsieur et Charlotte. Thank you, Darren. I'm just waiting for Charlotte to pop on my screen. Okay, there we go. Merci. Merci. Hello, everyone. Bonjour tout le monde. Nous sommes heureux de vous rejoindre aujourd'hui. Comme cela a été mentionné, Charlène et moi-même, nous avons travaillé dans cet espace pendant un moment, mais compte tenu, nous aimerions partager certaines de nos expériences en tant que chercheuses en matière de réseaux sociaux et cohésion sociale, et nous allons consacrer la majorité de notre temps à entendre de vos expériences. Donc, nous allons partager certaines choses et nous allons être beaucoup plus informels parce que on chatter avec Charlotte et nous espérons pouvoir entendre de vous parce que nous sommes plutôt intéressés à apprendre de vous comment est-ce que vous travaillez dans le cadre des réseaux sociaux et de la cohésion sociale, dans le cadre de l'accès HDP, mais également vos défis auxquels vous êtes confrontés. Nous voulons attendre de vous. Alors, avant de passer à cette composante, Charlotte, une chose que je vais vous demander, le concept des réseaux sociaux et de la cohésion sociale, c'est une discussion large. Au niveau de Mercy Corps, nous avons mené des études et nous utilisons le concept de réseaux sociaux pour faire référence à certains liens sociaux, notamment le renforcement de ces réseaux et les processus en termes de risque collectif. Et comme cela a été mentionné par Devanda, dans notre session d'aujourd'hui, nous allons parler des relations entre les groupes pour la cohésion sociale et nous allons répondre aux questions sur les dynamiques sociales. Mais personnellement, moi, je travaille à Aden et nous avons vu que les connexions sociales ne signifient pas nécessairement cohésion sociale. Dans le travail que nous faisons à Yémen pour faciliter les réseaux, consiste à la sensibilisation, notamment sur
parce qu'il y a des dimensions, les lieux d'origine, les affiliations politiques. Alors, dans ce cadre, certaines personnes sont exclues et ne sont pas impliquées. Donc, les distinctions sont claires pour nous qu'il faut utiliser peut-être une conception différente et mais également répondre en termes des réseaux sociaux. Est-ce que cela résonne avec ce que vous faites en matière de réseaux sociaux? Oui, je pense que cela résonne très bien avec notre expérience. Je pense, je suis évidemment d'accord sur le fait que les réseaux sociaux, c'est une chose qui peut être promue pour la cohésion sociale. Et le tissu social, c'est à la base de ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas ignorer les réseaux sociaux parce qu'ils sont fondamentaux sur la façon dont les gens réagissent aux certaines dynamiques au niveau communautaire. Et comme cela a été dit, notre programme tient compte de cet aspect. Très souvent, nous sautons à l'idée de promouvoir les réseaux sociaux parce que ces réseaux sont présents et sont à la base de la programmation, surtout la formation des groupes sociaux, ainsi de suite. La programmation peut perturber les réseaux sociaux. Alors, la question que nous devons nous poser, c'est de voir comment est-ce que nous pouvons travailler à côté des réseaux sociaux, comment travailler avec ces réseaux de manière inclusive de façon à éviter, et c'est dont ma collègue a parlé, mais également comment faire en sorte de ne pas endommager les réseaux sociaux parce que donc c'est sur les points de réflexion. Alors, pour situer la complexité dont vous parlez maintenant, j'aimerais entendre beaucoup plus sur l'étude qui a été publiée, qui a essayé de voir les associations, les groupes d'épargne et les autres structures à Yémen. Voudrez-vous parler à l'audience de la façon dont ces structures ont constitué un point d'entrée pour vous dans cette complexité de l'idée des réseaux sociaux? Évidemment, nous avons donné priorité au fait d'essayer de développer un modèle qui fonctionne dans des situations de conflit et dans des situations d'urgence. Cela implique les questions d'intégration, et l'élément de la préparation. Et comme je l'ai dit, donc, ici à Yémen, nous avons commencé avec l'idée selon laquelle nous devons travailler avec les communautés, mais également les aider à répondre à leurs besoins en matière de résilience et développer un modèle qui va nous aider à combler cette division au niveau des communautés, et cela parce que c'est une communauté avec un haut niveau d'insécurité alimentaire. Donc, avec le système d'épargne, nous avons vu les gens épargner, prêter de l'argent. C'était très intéressant. Et plusieurs personnes ont participé. Et parce que ce sont des gens qui venaient, qui s'apprêtaient de l'argent des autres personnes. Donc, c'était des réseaux sociaux qui permettaient aux gens, au sein des communautés, d'avoir des arrangements informels. Parce que c'est difficile de nouer les deux bouts du mois sans emprunter de l'argent. Donc,
dans une situation de crise prolongée. C'est ce que nous avons constaté de notre perspective. Nous aimerions savoir si cette situation peut permettre de résoudre certains problèmes et les gens épargnent suffisamment. Mais ce qui est important, c'est que les gens ne s'empruntaient plus de l'argent des autres, mais utilisaient les systèmes d'épargne. Donc, c'était une sorte de renversement de rôle par rapport à ce qui était connu un peu avant. Parce que c'est intéressant pour tout ce qui s'implique dans les moyens de subsistance. Et je pense que de notre perspective, c'est intéressant de dire que le fonds social qui est utilisé pour garantir une sorte de protection sociale aux membres était utilisé. C'est l'avantage de ce modèle parce que c'est un modèle qui dérive de la volonté de la communauté, parce que nous voulons que la communauté elle-même décide de la façon dont elle peut le faire. De notre perspective, on peut voir ces réseaux sociaux en termes de résultats. Donc, on peut voir le besoin pour les gens d'être capables d'utiliser l'argent, d'être capables non seulement d'épargner pour leurs besoins immédiats, mais également pour leurs besoins sociaux et par-delà tout, être capable d'aider les autres dans la communauté. Donc, de ma perspective, je dirais qu'il y a une combinaison de l'implication, de la participation communautaire, être capable de comprendre ces raisons et de les soutenir, c'était un élément important. Et cela a été beaucoup plus fort que l'avait anticipé. Alors, plusieurs incitations et les financements dans le cadre du travail que nous faisons et dans le cadre de la recherche. Premièrement, c'est que nous avons les modalités d'initiative locale qui sont vraiment promettantes et constituent un point d'entrée pour les acteurs, permettant aux besoins d'être priorisés afin que nous puissions identifier les besoins de la communauté, mais également identifier les réponses. Parce qu'en fin de compte, lorsqu'il y a une crise ou un choc, les communautés sont les premiers à répondre à la situation de crise et se mobilisent très souvent, mais pas. Et les grandes ONG viennent pour intervenir. Je pense ce qui m'intéresse, c'est l'échange entre les acteurs externes et les dynamiques internes. Je pense très souvent nous mettons de côté où nous croyons nous ne donnons pas priorité aux acteurs locaux, à part le fait que nous avons des partenaires externes donc à l'intérieur qui sont disposés à partager avec la communauté sur le système de prêts et de paiement et de permettre, par exemple, de réduire le montant qui doit être prêté, changer la façon dont nous travaillons. Un autre aspect, c'est la cible. Est-ce que si la cible n'est pas identifiée de manière efficace, donc on constate que de plusieurs manières, cela permet d'établir et de renforcer les relations, mais de l'autre côté, cela peut fragiliser les dynamiques et nous sommes en train de... Notre message est que cela peut être apprécié et prendre en compte les dynamiques, mais également la nature des réseaux sociaux dans le cadre beaucoup plus large. Est-ce que nous pouvons y penser et en tant que producteur de ce rapport moi-même, très souvent, nous
mettons l'accent sur les messages clés, voici les résultats, voici les recommandations. Mais je pense, dans une session comme celle-ci sur le partage des connaissances, des conversations franches sont importantes, notamment parler des complexités du contexte comme celui du Yémen. C'est vraiment important d'être ouvert et d'apprendre les uns des autres. Alors, j'aimerais vous donner la parole et vous demander comment est-ce que, afin que vous nous parlez des défis qu'on doit prendre en compte dans des situations d'urgence. Est-ce qu'il y a des leçons que vous avez apprises pendant que vous étiez en train de naviguer cette complexité parce que l'audience est vraiment intéressée? Évidemment, merci. C'est une très bonne question. Je pense que nous avons deux messages clés pour moi de ces contextes. Premièrement, comme je l'ai mentionné, donc les communautés étaient à la base même de l'initiative et cela est important afin que les communautés soient capables de répondre à leurs besoins. Alors, lorsque nous introduisons les modalités, les membres de la communauté ont déjà à l'esprit les choses importantes qui doivent être prises en compte et c'est très important. Et nous pouvons être intentionnels sur le fait que si le fait d'identifier la manière de répondre à ces questions. Mais autre chose, pour être honnête, le niveau d'adaptation qui est requis à différents stades et dans le cadre du projet de ce genre, nous avions le privilège, plusieurs privilèges qui incluent un budget budget flexible, mais également des relations très bonnes avec les communautés et nous avons passé du temps avec la communauté. Cela signifie résoudre les problèmes au niveau de la communauté. Lorsque les questions se posent, les problèmes se posent, par exemple, le besoin d'intervention humanitaire ou d'atténuation de conflits, cela a été beaucoup fait rapidement. Et je veux dire que en termes de défis, plusieurs programmes humanitaires sont confrontés à plusieurs défis. Le budget flexible, la confiance de la communauté afin qu'elle soit capable de répondre de manière claire et d'organiser des activités, c'est très important. Et s'assurer qu'on est sensible au réseau, mais également, cela vous permet d'aborder les questions d'inclusion qui sont importantes. Alors, de mon point de vue, si je peux parler de défis, je vais parler du budget flexible et des modalités de travail qui facilitent l'adaptation aux besoins de la communauté. Nous avions un programme d'urgence, donc qui avait pour but de promouvoir les voix des femmes dans le leadership dans des situations d'urgence. Donc, c'est une modalité qui nous permet de donner aux membres de la communauté de budget d'activité. Nous soutenons les réseaux et un modèle qui nous permet de faire l'analyse de la participation, de l'égalité de sexe dans la participation. Alors, encore, on ne leur dit pas que voici ce que sera votre résultat. Donc, les résultats et le résultat de plusieurs programmes que nous mettons en œuvre, plusieurs dynamiques qui ont été impliquées au produit des résultats. Alors, il faut prendre cette chance et accepter que non, il faut peut-être développer des nouvelles modalités de redevabilité pour les organisations comme les autres pour permettre à des programmes de ce genre d'être flexibles.
Mais également, concernant votre travail, on se demande quelles sont les opportunités pour faire mieux. Parce que, merci infiniment. Je pense que ce que vous avez dit, je peux m'identifier à ce que vous avez fait et mon équipe. Certaines recommandations, c'est permettre à ces signaux, notamment dans les réseaux sociaux dans lesquels on est depuis longtemps, les signaux qui viennent des donateurs et des autres, et d'identifier les intérêts à travailler, parce que plusieurs facteurs doivent être pris en compte de manière générale en cherchant les opportunités d'être beaucoup plus alignés aux besoins, aux réalités communautaires, mais également centrer les besoins et les voix des gens et de répondre à leurs problèmes et voir comment nous pouvons faire mieux. Alors, dans ma conversation avec les donateurs, on essaie de parler du fait de reconnaître, d'apprécier les réseaux sociaux et de soutenir les réseaux sociaux, mais également les membres des communautés qui les forment, parce que cela constitue un point d'entrée et une opportunité de vrais partenariats. Mais je pense que la question, c'est comment. Et je pense la raison pour laquelle votre travail est important. Et en essayant de voir comment nous faisons le travail, non seulement ce que nous faisons, mais comment nous le faisons. C'est très important. Nous avons besoin de quelques idées parce qu'il faut le partager avec les donateurs, avec les pairs, pour voir quelles sont les opportunités concrètes qui peuvent nous permettre de mettre cela en pratique. Alors, c'est une question de nous défier nous-mêmes, de nous dire, voilà, les réseaux sociaux comptent et jouent un rôle, mais sont compliqués. Alors, comment est-ce que nous traduisons ces idées en pratique? Et pour nous en particulier, et je pense avec vous et votre équipe, il faut vraiment être honnête et évaluer le processus au fur et à mesure et se mettre dans une position d'aller là où on n'a pas encore été, mais également de naviguer au fur et à mesure. Et cela demande un investissement, mais ça compte. Je pense que certaines recommandations émergent. Premièrement, nous devons tester et remettre à cause nos assumptions. J'ai travaillé au Yémen et parce que c'est dit, si les réseaux sociaux n'existent pas, il y a beaucoup d'hypothèses. On se dit, les communautés sont ceci ou cela. Est-ce que les communautés sont cohérentes lorsque quelque chose se passe? Qu'est-ce qui doit être fait? La réalité est beaucoup plus compliquée. Juste maintenant, si par exemple un programme a été adopté pour soutenir les réseaux sociaux, ce programme est probablement basé à certaines assumptions et il n'y a pas de mécanisme de mesurer les réseaux sociaux, les problèmes d'exclusion et je pense que c'est très, très critique, surtout parce que la paix est au centre de ce de quoi nous parlons aujourd'hui. Et dans le cadre de notre travail, nous essayons d'identifier. Et cette étude n'est pas anthropologique, mais c'est une façon de répondre très rapidement aux questions pour évaluer comment est-ce qu'on peut faire participer les membres de la communauté et quels sont les réseaux sociaux disponibles, comment est-ce que ces réseaux se manifestent et comment est-ce que les réseaux ont évolué au fur et à mesure. Donc, la programmation ne doit pas être basée sur des hypothèses. Alors, définir l'engagement communautaire, c'est aussi un point important. Et à ce niveau, comme vous le savez, dans des contextes comme cela, la paix est importante. Alors, on se demande qui peut être sélectionné pour un programme particulier dans le contexte. Et quels sont les problèmes? On sait des réseaux sociaux qui doivent être abordés en termes de résilience, les ressources limitées. Donc, des choses simples comme
le message? Pourquoi est-ce que les personnes sont ciblées? Sur quelle base? Afin que les gens soient au courant du fait que sachent pourquoi leur projet a été sélectionné et pourquoi pas l'autre. Donc, parler aux membres de la communauté sur les tactiques de résolution de conflits. Donc, il ne s'agit pas de les abandonner, mais de travailler avec eux de façon, tout en étant inclusif. Mais également, se demander pourquoi certaines personnes ont été ciblées et non pas les autres. Et nous devons nous rassurer que nous sommes en train de mettre les fondations de l'intervention. Troisièmement, c'est à quoi on pense, c'est également ce qui est central à la paix. On parle aux personnes dans des situations isolées, c'est de voir quelles sont les opportunités d'entrer en partenariat, de renforcer et de travailler avec les réseaux sociaux pour la promotion sociale. Je pense, on a parlé de l'investissement du secteur privé à Yamen, à Taï en particulier le secteur privé doit être invité pour répondre, a été invité en réponse au conflit et sous la pression à se comporter d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut promouvoir les initiatives communautaires, identifier les besoins clés avec le temps et avec les groupes de femmes, des jeunes, isoler les travailleurs qui constituent des points d'entrée et il faut naviguer de manière avec beaucoup d'attention et pour ce qui se passe déjà. Et je vais nous permettre tous d'identifier les initiatives en centralisé dans notre travail. Je pense que de notre côté, cela suffit. Alors, je vais vous donner la parole parce que certains de vos collègues sont en ligne. Peut-être que vous voulez entendre de lui, non pas nécessairement des gens comme nous. Évidemment, Barak Kinanka de Yémen. Voudriez-vous, M. Barak, partager quelques points de réflexion? Merci. Merci, mais également à notre collègue de Albil pour la conversation riche que vous avez eue. D'accord. On m'a demandé d'activer ma vidéo. Merci. Alors, j'aimerais dire que la conversation a été vraiment riche et je tiens à vous féliciter et à compléter, à parler de certaines questions ici et là et confirmer certaines des questions que vous avez notées. Alors, la confirmation, premier point, les liens sociaux ne se transforment pas nécessairement en cohésion sociale dans plusieurs cas. Par exemple, ici au Yémen, il y avait déjà des liens familiaux et des systèmes de soutien familiaux qui existaient déjà. Alors, vous constatez par exemple que dans un environnement comme celui-là, ces liens familiaux ne se transformeront pas en cohésion sociale. Et très souvent, ces liens constituent un risque si on ne fait pas attention. Ces liens peuvent désintégrer cette communauté particulière, surtout lorsque vous travaillez avec plusieurs acteurs venant des différents clans. Néanmoins, on n'a pas vu le point négatif, mais nous avons constaté plutôt des points positifs et je vais tout particulièrement mentionner notre programme BSLE dont vous avez entendu parler, mais également, j'aimerais mentionner le point d'entrée pour la cohésion sociale, c'est-à-dire quelles sont les formes de groupes sociaux que les acteurs humanitaires peuvent former pour aider à renforcer la cohésion sociale au niveau de la communauté. Par exemple, je suivais M. Simon du Soudan du Sud avec beaucoup de nostalgie parce que j'ai travaillé là-bas et je sais à quel point c'est important
les groupes sociaux sont importants pour mobiliser les communautés. Aussi, il y avait la question qui a été posée, comment est-ce que nous promouvons les producteurs agricoles et les groupes et les autres groupes pour renforcer la cohésion sociale. KEA, c'est une institution ici au Yémen qui joue un rôle majeur. Par exemple, dans les programmes agricoles, nous avons des mutuelles d'agriculteurs et nous avons vu à quel point ces groupes renforcent la cohésion sociale dans la communauté. Nous avons des groupes de pêcheurs, des groupes d'agriculteurs et nous les utilisons pour mobiliser les communautés qui viennent des différents horizons ou des différents villages afin qu'ils travaillent ensemble. Et nous avons vu ces groupes renforcer cette cohésion sociale particulière. Aussi, j'ai suivi la présentation du Soudan du Sud où ce qui est fait était intentionnel. Alors, je vais parler du travail de KEA au Yémen qui n'avait pas pour attente ou objectif les réseaux sociaux, mais notre point d'entrée était la fourniture des services financiers dont vous avez entendu parler. Donc, nous avons deux choses. Vous pouvez avoir des résultats attendus qui est le renforcement de la paix et la cohésion sociale, et vous pouvez avoir d'autres programmes qui permettent d'obtenir beaucoup plus de résultats à terme de cohésion sociale. Et c'est ce que le programme KEA à Thais a obtenu comme résultat. Le projet visait à un segment de la communauté qui était en situation d'insécurité alimentaire avec le soutien, avec un programme de transfert d'argent liquide. Mais grâce à ce programme, nous avons eu ce programme d'accès aux services financiers à travers les activités de VSL. À travers ces activités, nous avons vu les gens venir ensemble, les groupes de femmes, plusieurs femmes venant de différents horizons qui viennent ensemble et qui se mobilisent et qui travaillent ensemble. Donc, la cohésion sociale est en train d'être renforcée et elle va au-delà des clans, du système des clans dont ma collègue Charlotte a parlé, et on voit un système de soutien communautaire s'établir. L'autre, c'était le système où la diaspora envoyait de l'argent au système familial resté. Mais avec le système de la composition, avec le nouveau système dont la composition n'est pas nécessairement familiale, mais les membres de la communauté, nous avons vu le partage des ressources qui sont partagées ensemble. Et ce système a été renforcé. Donc, c'est l'avantage même que nous a apporté l'initiative VSLA. Il y a aussi un autre élément qui n'était pas nécessairement un résultat attendu du projet, mais au fur et à mesure que le projet évoluait, cela est devenu un résultat. Nous avons créé un centre communautaire. Donc, ces centres communautaires n'est pas utilisé que par les femmes, mais également les autres membres de la communauté qui se rencontrent pour délibérer des questions qui concernent leur communauté. Donc, on peut voir une infrastructure commune qui renforce la cohésion sociale dans une communauté particulière. Une autre question dont Charlotte et sa collègue ont parlé en termes de cibles. Je pense à ce niveau maintenant, c'est la question qui se pose. Si vous faites des mauvaises cibles, alors vous pouvez créer un problème qui entame la cohésion sociale parce que cela risque de diviser la communauté. Donc, pour vous les programmeurs, c'est important d'avoir des lignes directrices en termes de cibles, mais également des politiques claires. Vous devez communiquer aux membres de la communauté pourquoi certains membres de la communauté sont laissés de côté et d'autres sont inclus dans le programme afin d'éviter des frictions dans les communautés où il y a plusieurs besoins et des ressources limitées. Aussi,
La dernière chose dont j'aimerais parler, et dans le cadre de notre programme d'urgence à taille au Yémen, c'est la stratégie de communication entre les acteurs. Comment vous... OK. Comment communiquer aux participants du programme? Pour le Yémen, nous sommes fiers qu'il y a une organisation qui travaille avec la communauté et CARE travaille avec cette organisation dans la mesure où nous sommes capables de comprendre les questions liées au conflit au niveau de la communauté. Et lié à cela, nous avons des mécanismes d'entrée communautaire. Nous avons des comités communautaires qui sont utilisés pour sélectionner les bénéficiaires. Et puis, nous avons aussi les autorités locales, les chefs religieux qui aident dans les activités de mobilisation communautaire. Et CARE, comme une institution, a mis en place les critères de ciblage bien définis qui, à travers ce mécanisme des comités communautaires, les autorités locales et les leaders religieux entrent dans la communauté. Vous constatez que nous résolvons beaucoup de conflits aussitôt avant même qu'on fasse le ciblage des communautés. Je ne sais pas s'il y a des gens avec des questions qu'ils aimeront contribuer ou ajouter des choses. Merci beaucoup. Merci, Barak. Jean, je sais que vous avez des je sais que vous avez des questions du groupe. Ça serait bon. Merci beaucoup, Barak, pour vos contributions. Pour moi, il y a beaucoup des informations, mais la question d'intentionnalité, c'est un élément très important dans la programmation et la question de connectivité et des éléments qui sont juste impliqués. Et si on pense de comment nous faisons notre programmation dans ces contextes pour la connectivité, pour ne pas nuire aux gens, et ces points résonnent clairement avec moi. Comme Charlotte a dit, nous sommes prêts à entendre de votre part pour entendre de ce qui se passe, mais nous aimerons entendre de votre part sur comment vous avez considéré les réseaux d'appui informel dans le cadre de votre travail, dans le lien cohérence HDP. Quels sont les défis et ceux qui apprécient la cohésion sociale comme un concept et vous n'avez pas encore mis ça en place? Qu'est-ce qui vous arrête? Y a-t-il des opportunités qui arrivent où vous pouvez avoir beaucoup plus d'intentionnalité et être beaucoup plus explicite dans votre considération de la connectivité sociale dans votre travail? Y a-t-il des opportunités de collaboration? Soit vous levez la main, vous cliquez sur le bouton réaction et vous sélectionnez lever la main, ou bien vous écrivez un commentaire sur le chat ou vous écrivez un message privé à Darren pour que je vois Merzabine Rupa. Est-ce que vous voulez intervenir? Votre main est levée. Et présentez-vous où vous êtes, votre rôle, votre organisation pour qu'on se connaisse. Bonjour. Bonsoir du Bangladesh. C'était une discussion très enrichissante et c'était très bien d'entendre ce que vous faites. J'ai entendu quelqu'un qui a dit que vous avez ciblé les femmes pour accroître leur capacité de résilience. Donc, en termes d'inclusivité, dans l'agenda et des personnes handicapées, comment est-ce que vous avez incorporé cela dans vos activités? C'était ça ma question. Merci. Charlotte, do you want to take that one? Was your VSLA targeting Charlotte, women? est-ce que votre programme des associations villageoises d'épargne de crédit ciblait les femmes? Oui. On avait
un projet pilote qui ciblait 300 femmes. Et puis, on a vu la reproduction au sein d'autres communautés. Il y avait beaucoup plus d'hommes qui voulaient intégrer ces associations et donc on a intégré les hommes et les femmes. On avait donc un total de... On a ciblé les femmes de manière spécifique. Mais Barak, vous étiez impliqué dans la programmation. Comment est-ce que vous avez travaillé avec les femmes spécifiquement? La question de leadership des femmes, il y avait un certain nombre d'aspects qu'on a fait. Okay, thank you very much. Merci beaucoup, Charlotte. Il y a toujours des préoccupations autour de ciblage et comment nous réussissons à cibler seulement les femmes dans une communauté où nous avons beaucoup de besoins. Essentiellement, ce que nous avons fait, on avait travaillé avec une section de ces groupes dans une dans une phase pilote précédente. Et j'avais mentionné qu'il y a une nécessité très claire d'avoir le point d'entrée pour vos activités de ciblage. Et lorsque il y a une bonne sensibilisation auprès des parties prenantes communautaires qui sont les leaders religieux, qui sont aussi les autorités locales et les comités communautaires, ça devient beaucoup plus facile d'entrer dans la communauté et de leur dire que nous ciblons des femmes. Et la raison pour laquelle nous ciblons des femmes sont les suivantes. Et vous listez vos raisons. Dans notre cas, c'était facile de cibler les femmes parce qu'on avait travaillé dans cette communauté avant. Et les résultats de notre travail précédent étaient très encourageants. Et quand on a eu des ressources pour mener une autre phase pilote d'une manière beaucoup plus large, c'était beaucoup plus facile à retourner au niveau de cette communauté et parler aux dirigeants locaux, parler aux comités communautaires et aussi discuter avec les chefs religieux qui ont communiqué aussi aux membres de la communauté que les participants à ce projet devraient largement être des femmes. Mais au moment où je vous parle, nous n'avons pas seulement des femmes. Nous avons aussi des hommes qui ont intégré ce programme et c'est un programme qui est autosponsorisé. C'est un programme autonome et qui s'est reproduit ailleurs. Le programme fonctionne sans les ressources extérieures pour le moment. Merci. Je pense que le message qui ressort de Barak et aussi de ce que vous aviez mentionné avant, c'est que la communication est importante. Et c'est ce que l'équipe avait dit dans la recherche. La communauté étant en mesure d'avoir une relation de travail solide. Et cela semble leur donner l'image d'un monolithe, mais ils ne le sont pas. Et cela est très crucial pour bien travailler. Il semble que Georgia, c'est vous qui avez levé la main et puis Lucien va suivre. Allô, bonjour. Je vais activer ma vidéo pour 5 secondes pour que vous puissiez me voir. Je m'appelle Georgia, je travaille avec Save the Children en Irak et je suis directrice d'un consortium avec nos partenaires CARE et HI. Et il serait bon, en appui à ce que Barak et Charlotte ont dit, autour des femmes qui gèrent la programmation à travers les différentes approches. Il y a la cohésion sociale dans différents programmes, comme on nous dit. Et
au sein de moyens de subsistance, services juridiques, santé, WASH, ils voudraient une composante paix et cohésion sociale indépendante. Nous travaillons à Sinjar, au nord de l'Irak, et le conflit et le génocide continuent dans cette zone et les gens ne sont pas venus dans les forums de paix et sécurité et les groupes de dialogue sur la cohésion sociale. Et une année avant, il y a des voisins qui portent plainte auprès de l'État islamique qui encore accroît ces conflits. Et bien que cela soit une leçon à apprendre, le donateur était il a beaucoup insisté sur son approche. Nous avons changé notre approche et on a dit que l'une des approches les plus fructueuses de notre programme, c'est établir les comités WASH et avoir un groupe divers des personnes autour d'un seul besoin commun. Ils n'avaient pas le désir d'avoir l'harmonie et la coexistence, mais tout le monde avait besoin de l'eau. Et tout le monde voudrait assurer que chaque membre de leur communauté avait besoin d'aide humanitaire ou avait accès à l'eau. Donc, Sunnis, Shia, les Sunnis, les Chiites, les Turcs, les Kurdes sont des groupes très divergents et ils ont des besoins en eau, assainissement et hygiène et il faut allouer les ressources et pour savoir comment parler avec les donateurs et les gouvernements et il faut avoir un budget flexible pour résoudre certains de ces besoins en matière de l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Après une année de travail ensemble, les gens s'asseyaient dans une salle avec leurs ennemis. Et donc, ils ont commencé à résoudre leurs problèmes comme une communauté et avoir les programmes de réhabilitation communautaire pour les groupes ethniques avec lesquels ils étaient en guerre depuis des décennies. On avait des comités, des groupes ethniques qui faisaient des campagnes de porte-à-porte sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Et les résultats de la cohésion sociale de ce groupe étaient juste une conséquence non intentionnée, mais c'est quelque chose que nous avons renforcé et on leur a donné un plus grand budget et une plus grande portée. Maintenant, ils veulent organiser les activités communautaires pour mobiliser les différents groupes religieux ensemble. Et cela ne pourrait jamais se passer il y a 2 ans. Et parfois, on oublie quand on est à la phase de conception, certains donateurs ne peuvent pas. Cela a été l'un des résultats les plus encourageants de ce programme. Nous avons pu insérer la cohésion sociale et la paix grâce à nos activités WASH. Et maintenant, nous voulons renforcer cela pour pouvoir avoir des activités, pas seulement les activités WASH, mais avoir un plus grand engagement politique. C'était juste approuver ce que Barack a dit. Et avoir les programmes de cohésion sociale et de paix indépendants ne sont pas souvent qui créent de plus grands impacts et ce qui sont les plus appropriés. Merci beaucoup, Georgia. Y a-t-il quelque chose qui a été écrit sur votre expérience? Il serait un très grand intérêt de ma part d'apprendre sur comment cela ressemble à bien programmer sur ces questions et quelles sont les demandes en matière de ressources. Si vous pouvez partager sur le chat tout ce que vous avez écrit ou ce que vous avez documenté, même d'une capacité informelle, les gens seraient contents. J'aimerais aussi vous demander, bien que c'était une conséquence involontaire, il y a aussi une volonté de pouvoir surveiller vos activités. Et je pense que en termes de comment cela, je suis intéressé à comment vous avez pu intégrer certaines des composantes dans
le cadre de l'eau, l'assainissement et hygiène que vous avez mis en place. Il y avait une plus grande intention, mais notre meilleur scénario, quand on a commencé, c'était de ne pas nuire. Il fallait être sensible au contexte où on travaillait et pas seulement avoir les résultats de cohésion sociale par tous les moyens. Mais c'était les leaders du groupe qui étaient les premiers à observer parce que les gens parlent de dialectes différents. Nous ne sommes pas souvent sensibles quand les gens utilisent les mots offensants. C'était les leaders dans la salle qui disaient que c'était du jamais vu. Avant même nos interventions, on n'avait pas les différents groupes ethniques autour d'une même table. Et nous, on offrait beaucoup plus de formation, on leur donnait un plus grand budget pour qu'ils puissent agencer leur travail. Et c'était la partie la moins chère de notre intervention. Et on pense que parfois, il faut avoir des systèmes sophistiqués sur les droits de l'homme et la consolidation de la paix. Je pense qu'il y a une réussite à être pragmatique et avoir ce dont les communautés ont besoin. Et aussi, il faut sortir de leur voie pour qu'ils puissent agir eux-mêmes. Je vais partager toutes les informations qui sont à notre disposition et je suis ravi de discuter avec vous si jamais vous en aurez besoin. Le temps fait défaut, donc nous avons 2 mains levées. On va, si vous pouvez juste partager très brièvement vos perspectives, ça serait bon. Je vois Saïka et Lucien, donc on va finir avec vous. Merci beaucoup. Je m'appelle Saïka, je travaille avec la Vision du Monde au Bangladesh, surtout sur le projet Nobo Jatra, qui est une activité de résilience et sécurité alimentaire dans la partie sud-ouest du pays. Nous travaillons avec les associations villageoises d'épargne-crédit dans le cycle de vie de notre projet et c'est une forme de solidarité sociale. Ça donne accès au financement, accès aux services financiers formels, mais ils servent aussi comme un centre d'information sur la violence basée sur le genre, la nutrition, l'assainissement et l'hygiène. Au cours des 3 dernières années, on a traité un certain nombre d'interventions d'urgence. On a eu 2 cyclones et une inondation et les AVEC, les associations villageoises, nous ont démontré combien ils sont efficaces sur terrain s'agissant d'offrir les services de solidarité aux membres de ces associations, pour les membres qui sont affectés et qui tombent en extrême vulnérabilité à cause de ces catastrophes naturelles. Les AVEC qui offrent les membres avec le financement, les AVEC, ils ont mis de côté les fonds sociaux pour les membres qui ont perdu leurs biens à cause des inondations et des cyclones pour pouvoir se redresser, payer pour des soins de santé et aussi juste subvenir aux besoins réguliers. Et les associations villageoises ont aidé aussi à mettre en œuvre des paquets de sécurité gouvernementaux, les filets de sécurité sociale, les critères d'éligibilité. Et la plupart des gens qui ont discuté avec ces associations villageoises d'épargne-crédit, ils ont discuté avec eux pour obtenir les informations sur comment ils pourront survivre après que les familles ont subi les effets des cyclones et des inondations. Et les personnes qui étaient socialement exclues, les pauvres et les personnes extrêmement pauvres, les AVEC étaient une plateforme de redressement très efficace à atteindre ces personnes avec les informations et les services. Je sais que le temps fait défaut, mais c'est là où je vais m'arrêter. Merci beaucoup, Saïka. Je crois que les gens dans ce groupe ne sont pas contents juste avec l'assistance humanitaire versus l'assistance de développement. Et je pense que Shoni, ça répond à votre question sur les AVEC qui offrent cette opportunité naturelle et prometteuse de pouvoir superposer et séquencer la programmation HDP, comme les exemples de Georgia et Saïka. Lucien, c'est vous qui avez le dernier mot. Allez-y. Oui, bonjour tout le monde. Merci pour la présentation. Ce n'est pas une question, c'est plutôt partager un défi. Je suis Lucien Ouali, je travaille avec Accédé Ivoca au Burkina Faso, dans le centre nord. Et nous développons un programme de résilience dans un contexte assez très difficile, marqué par l'extrémisme violent.
Alors, la base de ces populations est marquée sur la méfiance. Chacun a peur de son voisin et chacun a peur de parler à son voisin parce qu'on ne sait pas qui est engagé et qui n'est pas engagé. Et donc, dans cet environnement-là, pour vivre plus, à ce niveau-là, c'est assez difficile de constituer les réseaux si les gens n'ont pas confiance les uns envers les autres. Voilà, les groupes qui étaient là, qui fonctionnaient très bien avant l'extrémisme violent sont un peu déstructurés. Alors, nous, le défi, le premier, c'était d'abord de reconstituer les groupes, d'amener les gens à parler avec leurs voisins, de parler avec leurs responsables. Mais le défi qui est là, c'est que nous avons des groupes avec plusieurs problèmes. Nous avons des groupes dans lesquels on a des participants qui ont des assets sur lesquels ils peuvent bâtir le développement. On a des groupes qui ont dans lesquels les membres ont besoin des appuis humanitaires. Et on a dans le même groupe des participants qui ont juste besoin d'un appui social. Donc, ça veut dire que pour eux, c'est la paix qui est importante. Donc, dans le même groupe, on a un paquet de développement, un paquet d'humanitaire, un paquet de paix. Le défi, c'est ça. Le défi pour nous, c'est comment garder ces réseaux, ces groupes stables et équilibrés et qui fonctionnent dans le temps. Et lorsque nous parlions de notre expérience, il y a une catégorie de participants qu'on appelle les déplacés internes qui doivent intégrer les réseaux qui viennent d'ailleurs. Et donc, tout ça aussi, c'est un défi pour nous. Donc, aujourd'hui, si je veux me résumer, on a 3 défis. Un défi de durabilité des groupes, des réseaux avec plusieurs types de participants. Un défi en termes de package de résilience pour que chacun trouve son compte, mais aussi un défi en termes de séquençage des activités pour que à chaque moment, les différents participants puissent se retrouver. Donc, c'est ce défi-là que je voulais partager pour que, si d'autres personnes ont le même défi, on pourrait peut-être échanger dans le cadre de la durabilité et être sûr que, effectivement, ces réseaux qui sont constitués pour la cohésion sociale ne soient pas des lieux où se développent encore d'autres problèmes. Parce qu'on peut constituer un groupe pour un but bien précis, mais à la fin, si c'est mal managé, on retrouve le problème qu'on a voulu résoudre malheureusement. Voilà, merci beaucoup. Over. Thank you so much, Lucien. Merci beaucoup, Lucien. Vous nous rendez honnêtement et de nous permettre de réfléchir sur les défis d'appuyer ces différents groupes et les différents contextes où nous opérons. J'apprécie votre appel à apprendre et à partager les mêmes défis sur les soucis de durabilité. Et il y a beaucoup que nous pouvons apprendre chacune. Et je nous invite à continuer à se parler. Et Dan, vous pouvez nous aider à savoir comment faire. Mais à vous de clôturer la session. Merci, c'était merveilleux. Merci à tous. Merci Edouard, Simon, Erickson, Jeanne et Charlotte et d'avoir participé à ce parcours avec nous. Il est temps. Mais avant que vous nous partiez, on aimerait entendre vos points de vue sur cet atelier. On a partagé un petit lien pour un formulaire d'enquête qui va nous aider. Et si vous ne l'avez pas encore fait, inscrivez-vous pour la session de demain. On aura les partenaires du Kenya et des Philippines qui vont parler de comment ils ont renforcé le leadership local dans leur contexte. On va jouer un peu de musique quand vous remplissez le formulaire d'enquête pour nous aider à améliorer cette série d'apprentissage. Et merci pour ceux qui se sont connectés aujourd'hui. Au revoir et à demain. N'oubliez pas de remplir le formulaire d'enquête qui a été partagé. Et si vous ne vous êtes pas encore inscrit, veuillez vous inscrire sur l'autre lien qui vient d'être partagé pour l'événement de demain. À tout à l'heure.